Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'entretien du dimanche, un plateau qui voit défiler depuis quelques semaines maintenant des acteurs politiques. Dimanche dernier, nous étions avec El Farouk Soumanou, le deuxième secrétaire adjoint du parti FCBE. Aujourd'hui, nous poserons nos valises au siège du parti Renaissance nationale. Avec ce parti politique, nous allons scruter l'actualité nationale avec bien évidemment plusieurs sujets, notamment la révision de la Constitution et du Code électoral, notamment également la question du financement public des partis politiques. Nous parlerons de la réouverture des frontières avec le Niger, une actualité brûlante. Et enfin, puisque nous sommes déjà dans l'effervescence des élections à venir, notamment des élections de 2026, élections générales bien évidemment, nous en parlerons sur les 52 prochaines minutes que nous passerons avec Dr Mohamed Akintola. Il est chargé de mission et porte-parole du parti Renaissance nationale. Dr Mohamed Akintola, bonjour. Bonjour, monsieur Abalo. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'entretien du dimanche. C'est nous qui sommes honorés de cette invitation et vous remercions pour l'occasion. Alors, dites-nous, comment se porte le parti RN depuis sa mutation? Merci beaucoup et bonjour à nos internautes, à nos téléspectateurs. Le parti Renaissance nationale se porte comme un charme. C'est-à-dire? Se porte comme un charme parce que nous l'évaluons à l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés il y a 3 mois en arrière lorsque nous passions de notre congrès ordinaire au congrès extraordinaire le 16 décembre 2023 pour dire que nous étions partis sur la base de profonds changements au sein du parti. Changement de stratégie sur le plan de la mobilisation, de la communication, pour un plus grand ancrage géographique et plus de mobilisation en matière d'électorat, surtout aussi beaucoup plus de présence dans les médias parce que le combat politique il se fait aussi et surtout dans les médias, dans la presse. Donc, certes, on ne se donne pas comme notre 100 sur 100, mais on se dit quand même que on est bien au-dessus de la barre, de la moyenne, et nous comptons quand même tenir le cap. D'accord. Mais on vous reproche quand même de ne pas être présent sur le terrain, docteur Mohamed Akintola. Vos cellules de base ne sont pas installées jusqu'à présent. On ne voit pas RN en train d'animer la vie politique sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, c'est un reproche qui est trop redondant et j'ai comme l'impression que les gens ne se gênent plus avant d'opiner aujourd'hui. Oui. Parce que une chose est de travailler, une chose est de crier sur tous les toits. Oui. Vous savez ce qu'on appelle le travail de fourmi. Donc, vous voulez dire que vous êtes sur le terrain quand même, mais bien sûr que oui. Vous ne faites pas beaucoup de bruit, c'est ça? Ce n'est que ce que nous faisons depuis le 16 décembre passé. Nous sommes à fond sur le terrain. Oui. Nos délégués communaux sont en train de travailler parce que, n'oubliez pas, nous avons fait une sorte de rebranding pour le parti. Oui. Autant dans la forme que dans le fond. Donc, il faut aller au contact de la population, les informer des changements qu'il y a eu pour les embarquer dans la nouvelle dynamique. Nous étions certes à plus de 1200 délégués lors du congrès, mais 1200, ça fait rien du tout par rapport aux 12 millions d'habitants ou aux 6 millions de Béninois qui sont inscrits sur la liste électorale. Donc il faut aller à leur rencontre, il faut leur expliquer, il faut échanger avec eux afin qu'ils puissent mesurer l'ampleur de la chose, mais également les défis à relever avec nous. Mais ce travail, on ne va quand même pas venir sur la place publique chaque lundi matin et puis mardi matin jusqu'au dimanche pour dire, eh bien aujourd'hui nous avons fait ci. Nous ne sommes pas encore à cette étape-là. D'accord. Nous n'en sommes pas encore là. Donc vous nous rassurez que le terrain est occupé. Bien sûr que oui. C'est un travail de fourmi et le travail de fourmi, ça ne fait pas de bruit. Nous sommes en pleine expansion et nous prenons le temps de faire un travail de qualité. Viendra le moment où, après avoir semé, nous allons récolter et consommer cette récolte-là tout en chantant et en dansant comme la cigale. D'accord. Mais il faut quand même remarquer que vous animez la vie publique, vous diffusez régulièrement vos positions sur certains sujets de l'actualité nationale. On va éplucher ces sujets-là. Pour voir un peu avec vous, docteur Mohamed Akintola, quelle est la position du parti RN. Alors, notamment sur la question de la révision de la Constitution. Vous avez publié une tribune, plusieurs communiqués d'ailleurs. La présidente du parti s'est exprimée, la cellule de communication également. Après, RN est contre la révision de la Constitution. C'est ce qu'on peut retenir, c'est ça? Merci Déa d'évoquer ce point de la chose parce que ça me permet de répondre davantage à votre première question pour dire que tout au moins nous sommes
Pour ceux qui ne voient pas le travail qui se fait sur le terrain, ils voient quand même l'animation de la vie politique, de la vie publique à travers nos prises de position dans la presse et autres. Oui, c'est une position que nous avons mûrie avant de l'annoncer et nous l'assumons. Et nos arguments sont, je le répète, loin de ce que beaucoup pourraient penser. Quels sont vos arguments? Merci, parce que certains nous taxent de ne pas être très clairs, parce qu'ils se disent comment vous pouvez être de la majorité présidentielle et être contre une révision de la Constitution. Il faut pouvoir clarifier ça dans l'esprit des gens. La majorité présidentielle, c'est un ensemble de partis politiques ou de mouvements qui décident de soutenir l'action du président actuel. Mais chacun de ces partis politiques-là est indépendant et autonome et assure sa ligne idéologique et ses prises de position. La question de la révision de la Constitution n'est pas une décision de la majorité présidentielle. Ce n'est pas non plus une décision du président de la République. Si c'était le cas et que Renaissance nationale s'y opposait, eh bien, on dirait soit c'est que le parti est en déphasage, peut-être avec sa position de membre de la majorité présidentielle, ou alors que le parti sera un parti indiscipliné. Mais la révision de la Constitution n'est ni une initiative du président de la République, encore qu'elle aurait pu l'être, puisque la Constitution prévoit que sa révision peut être une initiative sous forme de proposition de loi par un député à l'Assemblée nationale ou sous forme de projet de loi pris par le chef de l'État ne l'a pas pris. Donc, nous ne nous sentons pas liés par cette proposition-là. La deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a tout au moins 4 partis politiques régulièrement enregistrés qui sont de la majorité présidentielle, mais ce n'est qu'un seul parti politique qui a pris cette initiative-là. Et je vais encore aller plus loin. Soutenu par un autre oui, j'irai plus à l'Assemblée nationale. Bien sûr, j'irai plus loin en disant que ce n'est même pas le parti politique qui l'a pris, c'est un député de ce parti politique-là qui l'a pris, et c'est après d'avoir déposé cette proposition de loi sur la table du bureau de l'Assemblée nationale que son propre parti politique s'est réuni. Vous y croyez-vous? Est-ce que vous croyez en cette manœuvre? Je préfère opiner sur le visible. Je préfère, parce que si j'opine sur des lobbies de couloir et que vous me demandez d'en apporter les preuves, j'en serais incapable. Cela ne serait pas cohérent avec ma posture d'intellectuel. Vous savez, ce que vous dites là, c'est trop beau pour être aussi simple en politique. Mais c'est ce que nous voyons tous. D'accord, allez-y. Et si on doit se laisser aller à la spéculation, eh bien, chacun aura sa théorie. D'accord, ben je préfère m'en tenir à ce qui est vrai, quitte à ce que on me prouve le contraire. Pour dire que le deuxième parti de l'opposition, de la mouvance présidentielle, qui a soutenu cette proposition de loi, ne l'a pas non plus fait instantanément. Et a fait une autre proposition de relecture du code électoral. Il y a un autre parti de la mouvance présidentielle, autre que le nôtre, qui a une position ambiguë, parce que tantôt dans la presse c'est qu'ils sont contre, ou alors qu'ils n'ont jamais dit qu'ils ont été contre. Nous avons adopté une posture que nous assumons parce qu'on se dit, si tel est que nous sommes autonomes, indépendants, que le groupe auquel nous appartenons ne s'est pas assis pour échanger autour de la question, ça veut dire que chacun a la liberté de dire ce qu'il pense de la chose. Certes, des partis d'opposition s'opposent à la révision de la Constitution parce que ils mettent en avant que le chat échaudé a peur de l'eau froide. Ce n'est pas notre posture. Alors, à nous. Votre posture, docteur Mohamed Akintola, notre posture est la suivante. Pourquoi vous êtes contre la révision de la Constitution? Nous sommes contre la révision de la Constitution parce que ce n'est pas la réponse par excellence à l'injonction de la Cour constitutionnelle par rapport à la rupture du droit d'égalité entre les maires au regard de la question du parrainage pour l'élection présidentielle de 2026. Premier argument, et je vais le détailler. Le deuxième est que nous sommes dans un contexte national et sous-régional très sensible. Et lorsque vous avez la possibilité, en tant que politique, de faire bien avec moins de vagues, il faut choisir cette option-là à celle qui va rencontrer plus de résistance parce que les gens sont suspicieux. Il y a encore très présent et vif dans nos mémoires les événements 5 ans, c'est 5 ans. Ce cafouillage-là, cette malcompréhension-là de l'initiative de la révision de la Constitution en 2019 qui s'est soldée par des échauffourées, des conflits entre militaires et civils, tous frères béninois. Et il y en a encore de nos jeunes frères et autres qui sont encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Pour dire que les plaies n'ont pas encore été pensées.
Au-delà de ça, nous nous retrouvons dans un contexte où un coup d'État institutionnel a été tenté, juste à côté au Sénégal. Ouais. La population est à fleur de peau et craint qu'on l'emmène sur ce terrain-là. Si tel est le cas, et que le premier magistrat de la République dit « Moi, vous n'avez rien à craindre, je ne veux pas faire un troisième mandat, je ne veux pas étendre mon deuxième mandat, et donc par conséquent, je mets les députés face à leurs responsabilités. Nous avons juste un problème à régler, et je suis garant de l'exécution de cette décision-là de la Cour constitutionnelle. La décision DCC 0024 prise par -001, prise par la Cour constitutionnelle le 4 janvier 2024 n'a jamais parlé de révision de la Constitution. Et a enjoint le Parlement à aller à une relecture du code électoral. Parce qu'il y avait rupture d'égalité entre... Au niveau des députés, il n'y avait même aucun problème. Absolument aucun problème. Si vous permettez que je m'étale un peu dessus. Oui, allez-y, allez-y. Parce qu'on veut comprendre clairement la position de RN. La Cour constitutionnelle dit que, dans son article, ou alors, elle suit l'article 26 de la Constitution qui dit que la Cour constitutionnelle est garante de l'égalité des droits entre tous les Béninois, sans distinction de sexe, de race, de religion, et ainsi de suite. C'est-à-dire que toute chose qui pourrait porter atteinte à l'égalité entre les citoyens, la Cour constitutionnelle peut se saisir d'office de la question. Un citoyen a fait un recours, ça a été débouté, mais la Cour constitutionnelle s'est saisie d'office pour dire, on a remarqué que, en l'état actuel, c'est le calendrier électoral tel que prévu par la Constitution, je pèse mes mots, parce que c'est la Constitution qui fixe, en fait, le calendrier électoral. Oui. C'est la Constitution qui dit que l'élection présidentielle aura lieu le deuxième dimanche du mois d'avril de l'année électorale, dans le cas d'espèce, c'est l'année 2026, qui dit que les élections couplées, législatives et communales auront lieu le deuxième dimanche du mois de janvier, 11 janvier 2026. Et dit aussi que les résultats issus de ces élections-là, quand on connaîtra les députés, les maires, les conseillers, on va installer, vous savez, on n'a pas beaucoup de députés, et ça s'installe le même jour. Oui. On va les installer le deuxième dimanche du mois de février. Le 8 février 2026 dans le cas d'espèce. Mais, il y a un petit problème. La Constitution dit que elle permet à la loi, donc le code électoral, de fixer les détails pour le dépôt des dossiers pour des dossiers de candidature pour la présidentielle. C'est le code électoral qui vient nous dire que les dossiers seront reçus 50 jours avant le début de la campagne électorale. 50 jours, c'est le code électoral, ce n'est pas la Constitution. Lorsque vous faites le décompte en arrière des 50 jours, vous tombez le 5 février 2026. Donc, les députés actuels de la 9e législature seront toujours en fonction le 5 février, parce qu'on installera les nouveaux députés le 8 février, 3 jours avant qu'ils ne descendent. Selon la Constitution, ils ont toujours la légitimité en tant que députés. Cette question de légitimité évoquée par certains de nos compatriotes n'a pas de sens, à mon avis. Parce que la légitimité tire sa définition des lois d'abord, et puis de la coutume. Dans le cas d'espèce, on n'a pas de coutume en la matière, donc on s'en tient aux lois. Et la loi dit que le député, et ça, c'est la révision de 2019 qu'il a introduit, c'est un nouvel article qui dit que les députés, les maires, les conseillers communaux en fonction exercent toujours ces prérogatives jusqu'au jour de l'installation des nouveaux à 0 heure. C'est-à-dire que jusqu'au 8 à 0 heure, les députés actuels sont toujours députés. Même si ils n'avaient pas été positionnés et qu'ils n'ont pas participé aux élections. Donc, il n'y avait pas de problème là. C'est au niveau des maires qu'on va tomber dans un vide. Nous avons 77 communes. On ne peut pas les installer le même jour. Il faut un calendrier d'installation étalé sur 2 semaines environ. La Constitution dit que ça commence du 1er dimanche du mois de février, en l'occurrence le 1er février 2026, et se termine le 15 février qui est le 3e dimanche. 2 semaines. N'oubliez pas que le dépôt des dossiers doit se faire le 5. Vous voyez? Donc on a besoin des parrains. Alors que les maires sont éligibles au parrainage. Si le préfet du littoral, qui n'a que le conseil communal de Cotonou, arrive à installer le 2, il dit, bon, je vide cette affaire-là. Puisque c'est laissé à l'exécutif, ce sont les préfets qui constatent ça. J'installe le 2. C'est que le nouveau maire de Cotonou va parrainer, alors que l'ancien maire de Cotonou ne va plus parrainer. Pas de souci jusque-là. Mais prenez le cas du préfet de l'Atlantique qui a 8 communes, qui ne peut peut-être pas tenir entre le 1er et le 4.
S'il veut bien, il peut. Donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Et même si lui il le faisait, 4 jours, vous savez, il y a tellement de tractations, il y a tellement de discussions au sein des partis et tout ça qui fait que, comment on appelle, expérience, on n'a jamais pu le faire en 2-3 jours, non. Vous voyez, ça nous fait quand même 12 départements, ça fait 117 communes, c'est beaucoup. Donc, il vaut mieux parer au plus vite. Si il n'arrive pas entre-temps à installer tous les conseils communaux, c'est qu'il y a des anciens maires qui vont parrainer alors que leurs compères du même mandat sont déjà déchus de leurs fonctions. C'est là qu'il y a la question de la rupture d'égalité. Ouais. Si c'est les anciens maires qui parrainent, tous les anciens maires doivent parrainer. Si c'est les nouveaux maires qui parrainent, tous les nouveaux maires doivent parrainer. Votre constat est clair, docteur Mohamed Akintola. On a bien compris vos explications. Mais il se fait que à l'Assemblée nationale, les députés persistent. Vous avez vu que la proposition de modification du code électoral est passée à la commission des lois. Oui. Donc ça veut dire que le processus est quand même enclenché malgré tout. En effet. Qu'est-ce que RN dit par rapport à ça? RN dit que les députés ont le droit de déposer des propositions de révision de loi les plus sensées ou plus insolites. Oui. Chacun a, comme on appelle, sa manière de voir la construction de l'édifice qu'est la République. Oui. C'est leur droit, ils ont le droit de le faire. Lorsque ça arrive là-bas, ils vont avoir des gens. Avec eux, j'ai lu dans la presse qu'il y avait eu 17 voix pour et 7 voix contre. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Malheureusement, notamment l'opposition. Ok, malheureusement, Renaissance nationale n'est pas à l'Assemblée nationale pour opiner là-bas. Mais sur votre plateau ici, nous pouvons déjà dire que notre combat se limite à rappeler qu'il y a un danger. Notre combat se limite à dire qu'il vaut mieux régler le problème autrement en évitant le maximum de casse. Mais au-delà de tout, nous sommes des soutien de premières heures du président de la République et nous continuons de l'être jusqu'à aujourd'hui. Ce qui nous importe, c'est que le président de la République sorte par la grande porte. D'accord. Et certaines manœuvres ont tendance à vouloir ternir son image et la fin de son mandat. Et nous nous insurgeons contre cela pour dire ce qui suit. Si cette loi a quitté la commission des lois et qu'elle va en plénière, il y a encore le goulot. Absolument. Des 4/5e. 2 goulots d'ailleurs. Exactement. Recevabilité. Puis merci. Donc, et puis ensuite, il y a le goulot des 4/5e. Oui. Si tel est que l'opposition a clairement dit qu'elle n'est pas d'accord avec ça, on part du principe que s'ils ont 28 députés à l'Assemblée nationale, sur les 109, c'est que le goulot des 4/5e va se fermer sur, comment on appelle, cette proposition de loi. Voyez? Donc, en fait, vous ne croyez pas du tout que ce soit possible qu'on puisse réviser la Constitution à l'État. C'est très clair pour vous. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Ce serait trop tiré par les cheveux et ce serait vraiment de la réole politique que d'en arriver là si ça passe. D'accord. Donc, pour vous, c'est le code électoral qu'il faut modifier. Simplement. Oui. Dans le cas d'espèce, on décale le délai parce que le délai n'est pas d'essence biblique ou coranique de 50 jours. Ça veut dire que le législateur peut décider de les raccourcir ou de l'allonger et prendre les dispositions par rapport à cela. Donc, il nous suffit de sortir de cette période d'installation des conseils communaux qui court du 1er février au 15 février, soit en rallongeant le délai de dépôt, ce qui fera tout au moins 55 jours, et donc le délai pourrait être mis à la veille donc à la fin du mois de janvier, ou alors en le raccourcissant pour que ce soit après le 16. Tout dépendra des députés ou des maires à qui nous voulons confier cette légitimité-là. Si le peuple décide de conférer cette légitimité aux maires actuels, aux députés actuels, on rallonge le délai à plus de 50 jours, en l'occurrence tout au moins 55 jours. Mais si on décide de le conférer aux députés et aux maires qui seront élus à l'issue des élections du 11 janvier 2026, eh bien on va raccourcir le délai à tout au moins 39 jours. Donc, à partir du 16 février 2026, ce qui permettra à ce que tous les maires soient déjà installés, que les députés soient déjà installés, et puis ils peuvent parrainer aisément. D'accord, mais est-ce que vous ne craignez pas que si, par extraordinaire, la révision de la Constitution échouait en l'état, que les députés de la mouvance prennent leur revanche dans la modification du code électoral en corsant un certain nombre de dispositions pour exclure? Est-ce que vous n'avez pas de crainte dans ce sens? Parce que beaucoup commencent par évoquer la question. En effet, et c'est légitime d'ailleurs. C'est légitime. Jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, M. Abalo, nous continuons de créditer
les élus du peuple de personnes de bonne foi. Élus pour le bien du peuple et non pour des combats politiques personnels ou des combats politiques de groupe ou de groupuscule. Pourquoi vous le dites ainsi? Je le dis pour embrayer sur le fait que si la révision de la Constitution ne passe pas, on a tout au moins l'initiative qui, dans les motifs, veut bien répondre aux problèmes du calendrier électoral. Donc, lorsque vous lisez la proposition de loi de l'honorable Hassan Seibou, il reconnaît l'existence de ce problème-là. L'honorable Akhenaton, Union progressiste Le Renouveau, a déposé une proposition de loi relecture du code électoral. Ouais. Ça veut donc dire qu'on veut bien toucher au code électoral et qu'il y a affaire là. Il y a le parti Les Démocrates, à travers leur président de groupe parlementaire, qui a aussi déposé une proposition de loi. Certes, c'est une minorité parlementaire, mais cela vaut la peine de les écouter aussi, pour la simple raison que, même si la démocratie est perçue comme le droit ou alors la primauté de la décision de la majorité sur celle de la minorité, Albert Camus disait aussi que c'est la préservation des intérêts des minorités. Et ce sont aussi des Béninois. Donc, nous les créditons de bonne foi et les considérons comme des patriotes. Parce que, et ça c'est peut-être pas adapté pour ce plateau, mais bon, c'est ce qui... Non, allez-y, mettez-vous à l'aise. C'est une blague que l'on attribue à tort ou à travers au feu président Robert Mugabe qui dit, lorsque vous utilisez votre serviette sous la douche, faites très attention parce que la partie qui a servi à nettoyer votre visage ou alors votre derrière aujourd'hui, ça peut s'inverser. Donc si jamais ils sont dans une posture de revanche, en voulant corser les lois électorales, qu'ils n'oublient pas que ces mêmes lois électorales s'appliqueront aussi à leur parti après qu'elle ait été votée et qu'ils ne seront pas toujours dans cette posture. D'accord, c'est votre réponse simplement. Et de minorité. La roue peut tourner et là, ce ne serait pas intéressant pour le peuple. Alors, l'autre débat qui a eu cours dans cette affaire de révision de la Constitution, c'est le calendrier des élections. Le chef de l'État aurait voulu, la mouvance aurait voulu qu'on tienne les élections présidentielles avant les autres élections. Quelle est la position du RN? Vous savez, il y a eu beaucoup d'éminents savants qui se sont prononcés sur la question. Ils ont essayé de trouver l'ancrage de la défense de cette posture-là dans le fait que nous sommes dans un régime présidentiel et donc que la nature du régime présidentiel, et là moi je prends des gants, voudrait que l'élection présidentielle précède parce qu'il faut quand même faciliter la tâche de gestion au président de la République pour qu'il puisse avoir... c'est le professeur Zidoro qui l'a dit clairement. Il faut bien que le président ait la majorité pour continuer à faire son action normalement et tout ça. Vous avez quoi contre ça? Non, vous savez, s'il faut que le président ait la majorité à l'Assemblée nationale, on ne désigne pas les députés à l'Assemblée nationale. C'est le peuple qui vote pour les députés. Bon, on présente une liste. On désigne déjà qu'on présente. Oui, bien sûr, mais bon, quand on finit de désigner, c'est le peuple qui donne le mandat, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut désigner des gens, on en désigne qui ne gagnent pas, n'est-ce pas? Bien sûr. Pour dire qu'il ne revient pas à la loi de garantir la majorité à l'Assemblée nationale à un président de la République. Un président de la République dans un régime démocratique se fait élire et fait élire ses partisans de par son projet de société et de par le travail qui a été fait sur le terrain. Donc ce n'est pas à la loi de lui garantir cela, de lui faciliter la tâche. Ce serait d'ailleurs injuste et contre l'esprit même du contre-pouvoir. Cela fait un. L'autre chose, c'est que je n'ai pas non plus lu cela dans un certain manuel de sciences politiques où cela devrait se faire de cette manière-là. Je me réjouis qu'un autre éminent professeur de droit, plusieurs fois président de la Cour constitutionnelle, ait déjà répondu, Robert Dossou a déjà répondu à cela pour dire que ce soit dans l'esprit de la loi, cela ne se justifie pas. Et je suis de cette posture-là. C'est-à-dire que, pourquoi dirions-nous que... Et le professeur Zindoukou est allé plus loin, il a dit que l'esprit de la Constitution de 90, c'était ça. Et c'est là que moi je suis surpris. Je suis très jeune d'ailleurs, mais bon, il y a quand même l'histoire politique du pays dont la lecture et l'apprivoisement est une obligation pour moi. Depuis 11 décembre 90, les choses se sont plutôt passées autrement.
C'est-à-dire qu'après, on a eu notre conférence et puis ensuite on est passé. Les premières élections qui ont suivi, c'était le 17 février 91. Décembre 90, 17 février 91. Avant qu'on ne parle de l'élection, du premier tour de l'élection présidentielle, qui, à l'ère du renouveau démocratique, c'était le 10 mars. Ouais. Donc, environ un mois après l'élection. Eh bien, si c'était l'idée de la Constitution de 90, pourquoi alors faire précéder l'élection présidentielle des élections législatives? C'est ce que moi, je veux bien comprendre. Donc, même dans notre... Et ça a été le cas, même pour les élections de 96, 2001, 2006, ça n'a pas été ce qu'on est en train de nous demander là. Ouais. Donc, même l'expérience, même la coutume en matière d'élection chez nous dit le contraire. Donc, pourquoi alors dire que le régime présidentiel, est-ce qu'ils se sont trompés à l'époque ou bien, alors qu'on a toujours dit quand même que notre régime a bien fonctionné, notre constitution, elle est parfaite et ainsi de suite, aurait-elle été déficiente sur ce sujet-là? Je ne crois pas. D'accord. Donc, c'est très clair. Pour RN, les positions sont sans ambiguïté sur la question de la révision du code électoral et la révision de la Constitution. Je rappelle que mon invité ce dimanche s'appelle Mohamed Akintola, docteur Mohamed Akintola, chargé de mission et porte-parole de Renaissance nationale. Alors, docteur, il y a une question qui chaque fois revient dans les discours de RN, c'est la question de financement public des partis politiques. Aujourd'hui, vous ne bénéficiez pas de ce financement et vous êtes vent debout contre ceux qui en bénéficient. Pourquoi? Non, nous ne sommes pas vent debout contre ceux qui en bénéficient. Vous dites qu'ils prennent l'argent du contribuable et puis ils font ce qu'ils veulent avec, alors que vous aussi, vous êtes un parti régulièrement constitué, reconnu, vous devriez bénéficier également de ce financement. Je ne me rappelle pas avoir sorti avec mes collaborateurs de la cellule de communication du parti RN un communiqué qui disait qu'ils prennent, ils font ce qu'ils veulent avec. Enfin, on n'a pas besoin de communiquer pour le dire. Bon, ok, d'accord. Je vous le concède. Cependant, oui, nous estimons que la loi sur le financement public des partis politiques en République du Bénin a des insuffisances qu'il faut bien corriger. Certes, nous comprenons l'idée du législateur. C'est d'abord une nouveauté qui n'existait pas et qui... malheureusement a permis à l'argent de régner en maître, voyez, et a peut-être aussi désorganisé les rapports de force, ce qui n'est pas forcément à l'avantage du peuple ou pour son développement. Le jeu démocratique a donc besoin, ou avait donc besoin d'un certain assainissement. Le président actuel a travaillé dans ce sens-là, et puis nous avons eu cette loi-là. Mais la clé de répartition demeure pour nous une grande insuffisance de cette loi-là. La première raison est que nous sommes en démocratie et donc il faut animer la vie publique. Et vous savez, les multiples sons de cloche contribuent en fait au développement dans un contexte démocratique. Absolument. Deuxième, c'est que nous sommes quand même inspirés. On n'a pas pris cette décision-là, on n'a pas pris cette initiative ex nihilo. C'est parce qu'on a vu comment nous nous inspirons toujours de plusieurs modèles, comment ça se passe ailleurs, ainsi de suite. Mais alors pourquoi est-ce que dans notre contexte, on ne fait pas bien les choses? La loi prévoit que le financement est distribué au prorata du nombre de sièges obtenus, soit à l'Assemblée nationale, soit dans les conseils communaux, par les partis politiques qui ont pu lever des sièges. Mais avant cela, il y a un goulot d'étranglement. Lequel? Au niveau de la loi électorale, c'est la question des 10% qui doivent vous permettre de faire des levées de sièges. Bien sûr. Très bien. Je vais revenir à cette question parce que ça, c'est carrément le code électoral. Dire que lorsque vous regardez des modèles de grande démocratie un peu partout, je vais prendre comme ça à tout hasard le cas de la France. Le financement public est divisé d'abord en deux parties. Vous êtes un parti parce que pour vous constituer un parti politique aujourd'hui au Bénin, ce n'est plus comme avant. C'est très compliqué. Très bien. C'est ça qui a permis d'ailleurs d'épurer un peu ce milieu-là. Donc, pouvoir constituer les dossiers, déposer au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, remplir tous les critères jusqu'à pouvoir avoir un récépissé d'existence, c'est beaucoup. Après cela, le code électoral dit que vous devez, au bout de 2 élections législatives, si vous êtes absent, c'est qu'on vous retire le récépissé. Vous voyez, la participation, la simple caution pour aller aux élections législatives, ce n'est pas moins de 163 500 000, je crois bien. Ça, c'est la caution. Ça n'a rien à voir avec la campagne électorale, ça n'a rien à voir avec l'animation quotidienne de la vie du parti, les médias, les sièges que nous exige également
comment on appelle, cette exigence de sièges départementaux n'est pas une exigence pour les partis qui ont des financements publics, mais pour les partis qui sont régulièrement enregistrés, Absolument. qui fonctionnent en République du Bénin. Merci. C'est donc pour dire que lorsque vous imposez des charges, il faut pouvoir soutenir cela si tel est que vous estimez qu'ils participent de par leur action et leur activité quotidienne au rayonnement de la démocratie. Mais vous ne vous cotisez pas dans le parti. Normalement, ce n'est pas au financement public d'assurer ces charges. Vous devez, justement, avec des militants que vous avez, les gens doivent participer à la vie du parti. Dieu merci, c'est ça qui nous permet de tenir encore sur le plan financier. Donc vous n'avez pas besoin de financement public. Non, pas du tout, pas du tout. Si c'était le cas, si c'était le cas, eh bien, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain rejetteraient le financement public. Mais parce qu'ils ont... Ils sont des élus. Ils respectent la loi. Vous avez dit que la loi, c'est la loi, qu'il faut respecter la loi. Oui, et donc, ils répondent, eux, à tous les critères qui leur permettent d'avoir... Vous avez dit, je vous rappelle que vous avez dit que les militants cotisent. Et donc, vous n'avez pas besoin d'eux. Non. Les militants cotisent, oui, mais avec plus de moyens, on ferait encore plus. Vous comprenez un peu ce que je dis? Je ne me plains pas du fait qu'on n'ait pas le financement public pour vivre. Le parti vit, la preuve. Nous avons le récépissé, nous sommes là, nous faisons chaque fois des activités. Mais nous disons que nous ferions encore mieux avec le financement public. Maintenant, si ce que les militants cotisaient à la base suffisait, les partis qui n'auraient pas du tout besoin de financement public seraient les partis qui ont plus de sièges ou qui ont eu plus de pourcentage de l'élection. Et pourtant, c'est eux qui ont ce financement public-là. J'en reviens au cas de la France pour dire que lorsque vous participez aux élections, lorsque vous avez passé déjà le cap de l'existence, vous avez votre récépissé, vous avez pu constituer les dossiers, parce que ce n'est pas chose facile d'ailleurs, vous avez constitué les dossiers, vous êtes allé aux élections, au lendemain des élections, le financement public se fait comme ceci. Est-ce que votre parti politique, dans certaines circonscriptions, et puis en France, ils ont des centaines de circonscriptions électorales, dans certaines circonscriptions électorales, est-ce que vous avez un minimum de pourcentage, et très bas d'ailleurs, peu importe que vous soyez arrivé à lever des sièges ou pas. Ça, c'est la première des choses. Et puis, on voit, ou alors, si vous n'êtes pas éligible à cela, on voit encore, est-ce que sur le plan national, vous avez pu avoir ne serait-ce que peut-être un petit 1%? Lorsque c'est le cas, eh bien, une partie du financement public est d'abord répartie entre tous les partis politiques ayant participé à la compétition. Et c'est la deuxième partie du financement public qui est répartie entre ceux qui ont pu lever des sièges. Le même cas, par exemple, il y a encore tout récemment au Canada, où on comptait beaucoup plus le nombre d'électeurs qui a voté pour votre parti politique et vous aviez droit à $1,5 canadien pour le nombre d'électeurs. Voilà des modèles de démocratie que nous sommes en train d'imiter. Eh bien, il faut faire les choses bien à défaut de le faire mieux. Si l'idée du législateur est d'assainir le milieu politique en réduisant le nombre de partis politiques, il y est déjà arrivé. Mais n'avoir que 2 ou 3 partis politiques, c'est dangereux. C'est peut-être l'idée aussi du législateur. C'est une idée dangereuse. Que le grand groupe, le grand parti. Oui, ça va. Quand vous vous retrouvez dans un cas comme ça, ce qui se passe très souvent, c'est que vous accumulez les frustrations au sein de la population. Et vous voyez, si un jour, des gens se sentant exclus d'une manière ou devraient se rébeller, ils n'ont pas besoin d'être la majorité de la population. Une petite minorité peut faire des dégâts. La question du 10%, par exemple, une population de 12 millions d'habitants, 6 millions sur la liste électorale, et on exige 10% pour le lever du siège, c'est trop. Il y a un critère qui a été oublié ou volontairement mis de côté, je ne saurais le dire parce que je n'étais pas là, au cœur des débats, c'est le caractère multiethnique du Bénin. Lorsque vous lisez toutes les études en matière de variables conditionnant le choix des électeurs lors des élections en Afrique subsaharienne, c'est d'abord l'ethnie. C'est notre frère, c'est notre fils, il est des nôtres. Puis en deuxième vient maintenant le pouvoir financier. Les gens se sentent plus à l'aise que d'être représentés par les leurs. L'un des plus flagrants exemples, c'est qu'aujourd'hui, nous avons au Bénin certaines communes qui, où les populations ne se retrouvent pas dans les élus qui les dirigent. Alors que nous sommes partis, lors de l'idée de la décentralisation, à la gestion des collectivités locales d'une façon concertée à la base, avec la population. Les gens ont voté pour ceux en qui ils ont confiance, ceux qu'ils créditent de la capacité de diriger leur commune. Mais à cause de 10%? C'est celui pour qui ils n'ont pas voté qui devient leur premier responsable. Vous savez, la collaboration est une obligation pour le développement. Et
ce qui est obligatoire pour la collaboration, c'est la proximité aussi. Ça rend la tâche beaucoup plus difficile pour ces élus-là. Donc, soit on pourrait penser à un pourcentage délocalisé ou décentralisé si vous voulez. Voilà une possibilité. Vous voyez, encore que nous n'avons plus le code électoral à éliminer ou à effacer catégoriquement la question des alliances. Les alliances, merci beaucoup M. Abalo, les alliances ne sont plus permises aussi dans le cadre de notre nouveau code électoral de 2019. Oui, absolument. Donc, c'est que les partis sont obligés de ne plus exister. Que le parti n'existe pas n'est pas le plus gros problème. Mais si la population ne se trouve pas dans l'offre politique du parti qui existe, il va se désintéresser, le citoyen. Si le citoyen se désintéresse, eh bien, où se trouve alors la démocratie? Donc, ce seuil de 10% est une aberration. Ça vous pose des problèmes, clairement. Pas qu'à moi. Oui. Ça pose un problème à beaucoup de Béninois. Oui, mais vous êtes là au nom de Renaissance Nationale, donc vous parlez en effet. au nom de Renaissance Nationale, donc ça pose des problèmes à votre parti. Parce que, ça pose, parce que Renaissance Nationale est un parti béninois, un parti national, donc tous les Béninois sont répondant d'une manière ou d'une autre. Parce que quand ils seront à l'extérieur, on va demander est-ce que vous connaissez Renaissance Nationale ou est-ce qu'ils vont opiner tout au moins dessus. Nous existons et la loi nous confère cela. Et nous avons des militants qui sont béninois, nous avons des sympathisants qui sont béninois. D'accord. Donc, c'est dire que c'est pour le peuple béninois que cela pose un problème et il faut y penser. D'accord. Est-ce que la solution à tout ça n'est pas que vous ayez des élus au niveau de RN? Est-ce que vous pensez à ça? Nous allons profiter pour parler des élections générales de 2026, si vous permettez, parce que vous posez tellement de problèmes, mais malheureusement pour vous, vous n'êtes pas là où les décisions se prennent. C'est bien ça. Que faites-vous aujourd'hui pour être à ce niveau? Nous sommes relégués à passer par le seul chemin qui reste, c'est celui d'avoir, comme vous l'avez dit, des élus, conseillers communaux, députés à l'Assemblée nationale. Le seul moyen jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler aujourd'hui, pour y arriver, c'est de participer aux élections. C'est déjà une... Vous avez déjà participé à deux élections législatives. Mais jamais avec la dénomination ou la machine Renaissance Nationale. C'était UDBN. En effet, jamais avec la machine Renaissance Nationale. Mais on a vu les résultats, ils ne sont pas très... Reluisants, c'est bien sûr. Ils ne sont pas très reluisants. Et c'est en réponse à cela, en correction de cela, que nous sommes devenus aujourd'hui Renaissance Nationale, avec tout ce qui va avec. Donc, c'est-à-dire que notre prochain challenge, ce sont les élections générales de 2026 et tout ce que nous faisons aujourd'hui s'active autour de cela. Comment atteindre tout au moins les 10% des suffrages exprimés aux élections générales de 2026. Premier challenge. Deuxième challenge, il ne suffit pas, vous pouvez avoir 10% et n'avoir aucun élu. C'est possible. Il faut pouvoir avoir des conseillers communaux, des maires et des députés à l'Assemblée nationale pour la 10e législature et pour le mandat 2026-2031 au niveau des conseils communaux. Ce que nous faisons sur le terrain, la première chose, c'est d'abord la remobilisation. Je l'ai dit en entame de cette émission, aller au contact de la population. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Pourquoi cela? Quel est notre actuel fusil d'épaule? Expliquer à la population. Expliquer à la population en quoi nous sommes différents de ce qui existe déjà. En quoi cette offre politique-là diffère et surtout est à même de rencontrer plus leurs aspirations afin de gagner leur sympathie, mais également de redynamiser les cellules qui étaient à la base, nos leaders qui avaient tendance à vouloir se décourager aussi, parce que vous le savez, échec, puis ensuite difficultés sur le terrain, parfois ça a tendance à vous ramollir. Ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire, et cela continuera jusqu'au lendemain des élections générales de 2026. Donc vous serez présent aux élections générales? Ah oui, nous sommes présents, je ne dirais pas nous sommes présents si nous vivons encore en tant qu'individu. Mais si la loi vous le permet, si le code électoral vous le permet. À l'heure actuelle, le code électoral le permet. Parce que, oui, bien sûr. Mais tout peut changer, vous savez. Au point où ça ne nous permet pas, wait and see. D'accord, ok. Mais vous ne participez pas non plus au débat de la succession du président Patrice Talon. Nous entendons beaucoup d'acteurs politiques en parler. Ça fait partie de 2026 également. Au niveau de RN, quelle est votre posture sur la présidentielle de 2026? Aucun parti politique responsable ne fait ce débat-là, comme vous le dites aujourd'hui, non, puisque si nous nous en tenons à l'esprit
de la réforme du système partisan, c'est que c'est d'abord un débat interne aux partis politiques. C'est un débat interne aux partis politiques et l'idéal serait que le prochain président de la République soit un président, membre, acteur politique au sein d'une famille politique. C'est d'abord la première chose. Donc, vous ne verrez pas, en fait, les partis politiques responsables en parler pour dire... c'est quand même un débat important. Oui, parce que quand on parle des élections générales c'est un de débat 2026, important, mais ce n'est pas un débat urgent. Ah bon? Ah oui, il est important, mais il n'est pas urgent. C'est dans 2 ans, dans moins de 2 ans. En effet, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous sommes dans l'esprit, si on se conforme à l'esprit de ces partisans, que le peuple vote pour l'idéal du parti. Vous voyez? Donc celui qui porte cet idéal-là viendra porter l'idéal du parti et non son idéal. C'est ce qui est voulu en fait. C'est peut-être pas l'idéal que nous allons atteindre très tôt, là maintenant. Parce que bon, vous me direz peut-être, même si à la veille des élections ou à la veille de la désignation des candidats, un individu lambda qui a la capacité peut-être intellectuelle, peut-être politique, de participer aux élections ou à l'élection présidentielle, qui signe sa fiche d'adhésion et cela fait valider par un parti politique qui est candidat. Parce qu'à partir de ce moment-là, il bénéficie de toutes les prérogatives d'un membre de ce parti politique. Et parmi ces prérogatives, c'est le fait d'aspirer à être sur la liste. Donc ça peut aussi arriver, et cela va dans le fond. Dans la forme, ça ne fera rien au système partisan, mais dans le fond, ça va un peu biaiser l'idée du système partisan. Donc actuellement, ce débat se mène au sein des partis politiques, mais n'est pas une priorité au sein des partis politiques. D'accord. À Renaissance nationale, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité pour nous. Nous nous réservons le droit d'y venir calmement après avoir réglé les problèmes les plus urgents et importants de la République. Nous avons déjà entendu la présidente de RN, votre parti politique, dire qu'elle n'est pas candidate aux élections présidentielles, que ça ne l'intéresse pas du tout. Mais est-ce qu'en dehors d'elle, quelqu'un à RN pourrait avoir des ambitions présidentielles? Tous les militants RN pourraient avoir des ambitions. Présidentielles? Bien sûr que oui. Bien sûr. Au-delà de la présidente? Mais bien sûr que oui. Mais quand la présidente dit, moi, en tant que Claudine Afiavi Prudencio, je ne suis pas intéressée par la présidentielle, mais elle n'a jamais dit, si je ne suis pas intéressé, aucun autre membre du parti politique ne devrait être intéressé. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc RN pourrait avoir des ambitions présidentielles? RN pourrait avoir des ambitions présidentielles. RN pourrait avoir un candidat. RN pourrait également décider de ne pas participer en tant que premier acteur à l'élection présidentielle, mais soutenir un candidat d'un parti politique qu'il estime, comment on appelle, combler ses attentes en matière d'aspiration pour le peuple béninois. Et vous savez, nos statuts et règlements intérieurs garantissent ce droit-là à tous les militants. Et en son temps, qu'est-ce que Renaissance nationale fera? On cherchera d'abord un candidat au sein de la formation. Pour dire qu'on lancera un appel à candidature. D'abord, un appel à candidature pour voir d'abord qui sont ceux qui sont intéressés avec quelques critères minimales pour, comment on appelle, participer aux élections présidentielles. Et ensuite, on verra s'il y a lieu de faire des primaires. Parce que s'il y a de la concurrence, c'est qu'il faut forcément départager ça de façon démocratique. Tout le monde remplit les critères, il faut départager ça d'une manière ou d'une autre. On passera à ces primaires-là, si tel est que nous avons des candidats qui sont intéressés, et puis bon, en son temps, on avisera. D'accord. Voilà ce qu'il en est pour les élections générales de 2026. Nous allons commencer par descendre tranquillement. Docteur Mohamed Akintola Awali, je voudrais parler avec vous. Le peuple d'ailleurs vous a vu vous exprimer sur la crise au Niger, sur la crise au sein de la CEDEAO. Nous sommes dans l'actualité africaine, mais impacté bien évidemment par ce qui se passe chez nous. Finalement, la CEDEAO a décidé de lever les sanctions contre le Niger. Quelle est l'appréciation de votre parti politique? C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que nous avons toujours pris position contre certaines de ces sanctions-là, qui sont des sanctions qui directement impactent le peuple. Parce qu'au-delà de tout, il faut mettre au centre de notre combat, nous le mettons, le bien-être de la population. Les peuples nigériens et béninois sont des peuples frères, ont toujours vécu dans cette cohabitation pacifique et d'ailleurs une cohabitation très fructueuse pour les deux peuples. Donc déjà, lorsqu'il y a eu le coup d'État, et c'est une situation de crise, nous avons condamné ce coup d'État-là, parce qu'on ne peut pas amorcer ensemble un idéal démocratique et accepter que l'alternance à la tête de ces pays-là se fasse d'une autre manière que celle des élections. Ce serait être incohérent. Donc nous avons condamné cela, mais c'est une réalité. C'est un coup d'État qui avait été consommé et nous avons invité en fait
les organisations sous-régionales, internationales et nos pays respectifs à user de plus de diplomatie que de rigidité pour régler cette crise-là. Donc, lorsque nous avons appris lors du dernier sommet que les sanctions seraient levées, en l'occurrence celle de la fermeture des frontières, paralysant le flux économique entre les pays, nous n'en avons été que réjouis. Parce que même à la base, vous savez, il y a des Béninois qui sont dans le domaine du transport, qui étaient coincés au Niger, qui ne pouvaient pas passer, dont les familles étaient délaissées ici. Tout cela nous a réjouis. Vivement que cela soit suivi. Ce mouvement-là soit suivi parce par... Parce que la mayonnaise, comme on dit, semble ne pas prendre, puisque du côté du Niger, les autorités sont dubitatives. Elles n'ont pas vraiment prêté flanc à l'élan de la CEDEAO. Oui, elles seront obligées d'y arriver. Qu'est-ce qui va les y obliger? D'accord, ça fait partie en fait de la stratégie. Vous savez, même la CEDEAO, c'est le propre des institutions sous-régionales et internationales. La cohérence avec les idéaux démocratiques veut que lorsque quelque chose comme ça se passe, qu'on prenne des mesures, qu'on prenne des sanctions. C'est comme ça que ça se passe, c'est toujours passé comme ça. Et puis au bout d'un temps... Mais pas au point, enfin, pas au niveau des sanctions prises. Par exemple, les Nigériens, même les Maliens, continuent de dire que les sanctions prises contre leur pays n'étaient dans aucun texte. Et qu'on ne pouvait pas aller jusqu'à saisir les avoirs dans les banques, qu'on ne pouvait même pas aller jusqu'à vouloir avoir une force d'intervention militaire, alors que rien n'a prévu ça dans les accords de la CEDEAO. Ce ne serait pas la première fois de coutume que le Niger, le Burkina, le Mali participent à ce genre d'action contre d'autres pays, au sein de l'Union africaine, au sein de la CEDEAO. Action militaire? Proposition d'action militaire, oui. Parce que les décisions... Lorsque vous parlez, moi, j'en ai ri la dernière fois, lorsqu'on a dit, par exemple, que la CEDEAO a décidé de fermer les frontières, le Bénin a fermé comment on appelle, le Togo n'aurait pas fermé et tout ça là, j'ai trouvé ça d'une manière ou d'une autre irresponsable. Parce que, vous savez, si on s'assoit et que la CEDEAO décide d'aller jusque-là, qui a décidé à la CEDEAO? Ce n'est pas moi, en tant qu'individu lambda béninois. Ce sont les chefs d'État qui étaient présents là, qui ont donné leur caution pour cette décision. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne saurait applaudir quelqu'un qui se désolidarise lorsqu'il rentre chez lui. Si tel est que c'est la réalité, ce qui se dit, c'est qu'on ne saurait l'applaudir. C'est quelqu'un qui, en temps normal, perd de sa crédibilité aux yeux, en fait, de ses pairs. On ne peut pas avoir pris une décision ensemble et sans que rien ne change entre-temps, tu décides, toi, de façon unilatérale, de faire autre chose. Et le Niger, le Burkina, le Mali ont toujours participé, en fait, à ces genres de décisions-là à l'encontre d'autres pays. Soyons conséquents, s'il vous plaît. Maintenant, ces mesures-là fonctionnaient à une époque donnée. Parce que ça a permis, jusqu'en 2019, au niveau de... L'Union africaine allait très vite à la suspension. Il y a un coup de tâche chez vous, on vous suspend d'abord et puis on passe aux sanctions économiques et ainsi de suite. Et vous savez, l'Union africaine s'alignait toujours sur la CEDEAO ou vice-versa. Jusqu'en 2009, ça fonctionnait. Les temps ont changé alors? En effet. Et c'est des défis auxquels sont confrontées nos institutions sous-régionales. Et il faut le comprendre parce que ces institutions, pour la plupart, déjà, tout au moins un demi-siècle d'existence. Il faut repenser cela parce que les acteurs en jeu, les parties prenantes sont tout autres aujourd'hui. La dynamique, elle est tout autre. Les moyens de communication se mêlent à cela et on a cette facilité-là propagandiste de faire basculer l'opinion publique. Il faut considérer cela. Jusqu'en 2002, ça marchait, mais c'est à partir... Il y a certains, il y a comment on appelle, parfois, les juntes reculaient un peu et puis on entrait dans une sorte de négociation. C'est ça la négociation. Vous ne commencez pas par donner le prix auquel vous accepterez de vendre. Vous poussez très haut parce que vous attendez à ce que l'autre marchande. Et puis, dans un bras de fer, on arrive à trouver quand même un juste milieu. On passe aux concessions et la diplomatie intervient pour le tout. Encore que ces sanctions, je vous le dis, tout enseignant ou tout académicien ou tout ce que vous voulez en sciences politiques vous dira que ça fait partie de la diplomatie. Cela fait partie de la diplomatie. Maintenant, lorsque ces institutions ont commencé à jouer un peu à du deux poids, deux mesures, ça a commencé à réconforter ce sentiment-là la CEDEAO des chefs d'État, le syndicat de chefs d'État, plutôt que la CEDEAO des peuples. Des peuples, vous voyez on a toujours puni, on a toujours mis des sanctions, et puis, paf, ça arrive peut-être au Tchad, et puis ces institutions ne réagissent pas comme elles devraient. C'est ça. Ça arrive au Sénégal, on ne dit rien. On ne dit rien, on se dit, pourquoi du deux poids, deux mesures? Donc ça, ce sont des réalités internes qui ont commencé à fragiliser l'autorité de ces institutions-là. C'est bien dommage, et il faut que les responsables s'y penchent très vite. D'accord. Très vite. Bon,
Pourquoi est-ce que le Niger finira pas? Parce que on dit peut-être que le port de Lomé dessert, mais je vous en supplie, faites un tour au port de Lomé et vous verrez le nombre ahurissant de bateaux qu'il y a en rade. Le port. Il y en a quand même. Suffisamment. Mais ici, il n'y en a pas. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être également un élément d'une économie qui bouge beaucoup la plus qu'ici. capacité de gestion du port de Lomé ne suffit pas à desservir le Niger. Vous comprenez un peu ce que je dis? Le port de Lomé existait. Le port de Cotonou existait, mais les deux fonctionnaient concomitamment. Oui. Vous voyez? Bien sûr. Et subitement, on parle quand même d'un port autonome. Imaginez un peu l'infrastructure, la logistique. Le port de Lomé n'a pas la capacité de desservir les pays de l'Interland à lui seul. Donc, quand on veut chanter à la place publique pour dire, vous savez, le peuple ne souffre pas, c'est le Bénin qui souffre, eh bien c'est très faux. Et les gens trouvent d'autres solutions avec le Maghreb et tout ça. Il y a des solutions qui sont quand même envisagées. Et il y a des défis. N'oubliez pas que ces pays du Sahel sont confrontés au terrorisme dans ces zones-là. Vous voyez un peu ce que je dis? Le Maghreb existait, mais on ne prenait pas Cotonou. Vous voyez? Ça voulait dire que dans tous les cas, il reviendra à Cotonou, c'est ça? C'est votre conclusion. J'en suis presque convaincu parce que la contrainte, elle n'est pas que pour le peuple béninois. Vous voyez, elle est beaucoup aussi pour le peuple nigérien. Si ces dirigeants sont réellement dans cette logique que nous leur supposons, c'est qu'à un moment donné, il faudrait qu'ils ne jouent pas au sourd et surtout qu'ils n'aient pas l'arrogance des parvenus. Vous allez conclure l'entretien maintenant, docteur Mohamed Awali Akintola. Nous sommes au terme de cette émission. Je vous laisse le soin de la conclure. Conclusion pour conclusion, merci monsieur le directeur général. Non, monsieur Donclam Abalo. L'humilité naturellement et merci beaucoup monsieur Donclam Abalo et à toute votre équipe pour le travail formidable que vous faites de donner la parole aux acteurs pour qu'ils contribuent à leur manière à la construction de la République et surtout de participer au bonheur de chaque Béninois. Nous avons servi aujourd'hui ce que nous avions au peuple et lui demandons d'apprécier. Au-delà de tout, le pays, il est nôtre. Et les clivages politiques ne doivent pas primer sur la fraternité béninoise entre les Béninois et les Béninoises. C'est une période très sensible, nous le savons, la fin du deuxième mandat en République du Bénin en toute démocratie est souvent ponctuée de beaucoup de sensibilité et d'irritation. Prenons de la hauteur, car le clash, la douleur qui en résultera ne sera du goût de personne. Allons avec intelligence, mais surtout avec cœur. Merci beaucoup. Nous vous avons reçu d'ailleurs sur ce plateau avec beaucoup de cœur, comme vous l'avez dit en conclusion. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, chers amis téléspectateurs de DNTV, Diaspora FM, auditeurs de Diaspora FM. Nous avons abordé un certain nombre de sujets sur le plan national. Et le docteur Mohamed Akintola, chargé de mission et porte-parole du parti RN, a clairement martelé les différentes positions de son parti politique sur ces sujets que nous avons abordés. Merci de nous avoir suivis. Dimanche prochain, nous aurons certainement un autre invité pour aborder d'autres pans de l'actualité nationale et même internationale, pourquoi pas. D'ici là, portez-vous bien. Bon appétit à chacun et à tous et à dimanche prochain.